Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout premier épisode de Lofiform. Aujourd'hui, on va parler de politique américaine, de machine learning et en particulier de micro-ciblage électoral. Il est connu de tous que les campagnes électorales américaines brassent d'importantes sommes d'argent. À titre illustratif, voici les montants totaux des levées de fonds qui ont été réalisés durant les campagnes électorales américaines de 2008 à 2020, républicains et démocrates confondus. On constate que ces montants sont astronomiques et sont de l'ordre du milliard de dollars, avec 1,8 milliard levé en 2008 et 4,1 milliards levés en 2020. Ces montants ont des origines multiples. Ils proviennent par exemple de contributions fédérales, d'un apport personnel du candidat, c'est-à-dire que le candidat peut mettre de sa poche pour financer sa propre campagne. On a également des dons de la population américaine. Et alors on a également des mécanismes beaucoup plus complexes qu'on appelle les PAC et les super PAC, mais qui ne seront pas envisagés dans la vidéo aujourd'hui. Bien que le record ait été explosé en 2020, il est tout de même intéressant de jeter un coup d'œil aux campagnes électorales de 2008 et 2012 qui avaient opposé respectivement Barack Obama contre John McCain et Barack Obama contre Mitt Romney. Ce qu'on constate, c'est qu'en 2008, Barack Obama a levé plus de 778 millions de dollars, avec plus de 85% de ces dons qui étaient issus de la population américaine et dont 40% étaient des dons inférieurs à 200 dollars. John McCain, quant à lui, n'avait levé que 400 millions de dollars, avec 50% des dons qui étaient issus de la population et seulement 19% qui étaient des dons inférieurs à 200 dollars. Donc on peut déjà dire deux choses. D'une part, c'est que Barack Obama a complètement éclaté les républicains en termes de levée de fonds, mais qu'en plus de ça, une bonne partie de ces fonds étaient issus de la population avec une provenance qui était des fonds inférieurs à 200 dollars. Ce schéma se répète en 2012 contre Mitt Romney, où la proportion issue de la population restait très importante, avec toujours des dons qui restaient inférieurs à 200 dollars. Alors bien évidemment, on n'a pas choisi ces deux exemples au hasard. Pour obtenir de tels résultats de financement et gagner les élections de 2008 et de 2012, Barack Obama et ses équipes de campagne ont mis le paquet sur la communication avec l'électorat américain. Et en particulier, ils ont investi énormément dans l'utilisation des dernières technologies, en particulier les dernières techniques statistiques et de machine learning, et en particulier, ils ont mis au centre de la campagne américaine l'utilisation des données individuelles des citoyens américains. 2008 et 2012 sont considérés comme un grand changement dans le paysage stratégique des campagnes électorales américaines en termes de communication avec l'électorat américain. Dans cette vidéo, on va voir quelles ont été les stratégies qui ont été mises en place par Barack Obama et ses équipes de campagne, et on va en particulier s'intéresser aux données qui ont été utilisées par les équipes de campagne, les données des citoyens américains, pour permettre à Barack Obama de gagner les élections présidentielles de 2008 et de 2012. Alors cette vidéo, elle va surtout s'intéresser au micro-ciblage électoral. Du coup, tous les aspects de politique américaine et d'organisation des campagnes électorales, on va les survoler brièvement. Et donc du coup, on s'en excuse auprès des puristes et des connaisseurs du domaine, qui pourront soit commenter, soit compléter dans les commentaires, et pour cela, on les remercie. Alors de façon simpliste, on peut résumer le but de toute campagne électorale américaine, comme le fait de remporter suffisamment de votes pour gagner les élections américaines, et donc dans ce cas-ci, accéder à la Maison-Blanche. Et pour ce faire, le candidat, ce qu'il va faire, il va communiquer avec l'électorat américain sur des thématiques et des sujets qui les concernent, que ce soit des sujets d'éducation, des sujets de santé publique ou de sécurité. Donc traditionnellement, ce que font les équipes de campagne, c'est qu'elles divisent l'électorat en différentes catégories, différents segments. On a par exemple la base de soutien, qui représente l'intégralité des électeurs qui soutiennent farouchement le candidat. À l'opposé, on a la base d'opposition. Et alors entre les deux, on a l'ensemble des électeurs qui sont indécis et qu'on appelle plus communément les swing voters. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chacune de ces catégories sont associés un ensemble d'États. On a par exemple pour les démocrates les États de Washington, de l'Oregon et de New York. Et pour les républicains, on a les États du Wyoming, de l'Alabama et de l'Idaho. Et les swing voters, quant à eux, sont associés à ces fameux swing states, c'est-à-dire l'intégralité des États pour lesquels il est extrêmement difficile de faire des prédictions électorales et qui oscillent énormément des républicains aux démocrates. Et donc ça correspond par exemple à l'Ohio, à la Floride et à la Pennsylvanie, qui sont passés 4 fois des républicains aux démocrates de 1980 à 2016. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ces swing voters, ils sont vraiment au centre de la campagne électorale, simplement parce qu'ils représentent un réservoir électoral très important qui peut aller jusqu'à 12% du nombre de grands électeurs. Et c'est la raison pour laquelle les équipes de campagne électorale, elles mettent le paquet dans la communication avec ces swing voters, c'est-à-dire déjà déterminer qui sont ces swing voters au sein de la population, et ensuite, une fois qu'on les a déterminés, savoir comment communiquer avec eux, quel message leur envoyer pour justement les engager et les forcer à aller voter pour notre candidat. Alors pour bien comprendre les enjeux en termes de communication électorale, on peut utiliser un outil qui est super intéressant et qu'on appelle un spectre de votants.
En gros, c'est une représentation simplifiée de l'électorat américain qui est exprimée suivant un nombre très réduit de variables et qui vont nous permettre de comprendre, en gros, quels sont les électeurs à contacter et via quel message. Alors, une première des variables qui est évidente, c'est tout simplement le pourcentage de soutien pour un candidat en question. Lorsqu'on est dans une élection présidentielle américaine où il n'y a plus que 2 candidats, on pourrait représenter ce pourcentage de soutien par une variable qui irait de 0 à 1, 0 à 100%. 100% représenterait le soutien inconditionnel envers le candidat que l'on défend, et 0% serait justement le soutien pour l'opposition. Et entre les deux, on aurait l'ensemble des électeurs indécis quant au fait de savoir pour quel candidat est-ce qu'ils iront aller voter. Seulement voilà, pour comprendre le comportement de l'électorat américain, uniquement utiliser le pourcentage de soutien, c'est pas suffisant. Notamment parce que parmi la population américaine, il y a un taux d'abstention qui est très important, comme le montrent les chiffres suivants, qui représentent les taux de participation, calculés en pourcentage de la population qui est éligible au vote, parce qu'on constate que durant ces dernières années, ce taux de participation a frôlé les 60%. Ce qui signifie que soutenir un candidat c'est une chose, mais aller voter le jour de l'élection c'en est une autre. Et on ne peut pas simplement se fier au pourcentage de soutien pour déterminer quels sont les électeurs qui soutiennent le candidat et qui iront aller voter. Et du coup, en plus du pourcentage de soutien, il est nécessaire d'avoir une autre variable qui va nous permettre tout simplement de savoir si oui ou non un électeur va aller voter le jour de l'élection. Et bien évidemment, ce pourcentage, ça peut être tout simplement un taux de participation qui, comme précédemment, irait de 0 à 1. 0, c'est un électeur qui a décidé de ne pas aller voter le jour de l'élection, et 1 ou 100%, c'est un électeur qui, bien évidemment, se déplacera aux urnes le jour du vote. Et entre les deux, on a bien évidemment, comme tout à l'heure, les indécis quant au fait de savoir si oui ou non ils iront voter. On peut déjà, à partir de ces deux variables, pourcentage de soutien et taux de participation, tracer un premier spectre de votants, c'est-à-dire un diagramme où sur l'axe horizontal, on a tout simplement le pourcentage de soutien, et sur l'axe vertical, on a le taux de participation. Du coup, chaque électeur de l'électorat américain sera représenté par un couple, pourcentage de soutien et taux de participation, et aura donc une position bien déterminée dans ce diagramme, que l'on peut du coup généraliser pour l'intégralité de l'électorat américain, et donc obtenir ce qu'on appelle une distribution du spectre de votants, c'est-à-dire la représentation de tout l'électorat américain, exprimé suivant ces deux variables, pourcentage de soutien et taux de participation. On va s'arrêter une minute et regarder un petit peu ce qu'on peut déjà dire sur ce diagramme de spectre de votants. Pour qu'une campagne réussisse, il faut bien évidemment qu'il y ait un maximum de personnes dans le coin supérieur droit de ce diagramme de votants, c'est-à-dire des personnes qui soutiennent le candidat, mais qui en plus de ça iront voter le jour de l'élection. On constate également que le coin supérieur gauche, c'est une zone de l'électorat américain qui n'est pas forcément intéressante en termes de communication, simplement parce qu'elle représente l'intégralité des électeurs qui sont farouchement opposés au candidat et avec lesquels ça ne sera pas forcément intéressant d'aller communiquer. On constate également deux zones très intéressantes, ce qu'on appelle les zones d'indécision du spectre de votants, c'est-à-dire les électeurs qui soutiennent le candidat mais qui n'auront pas forcément aller voter le jour de l'élection, et en plus de ça, les électeurs qui vont aller voter mais qui ne savent pas encore exactement vers qui ils iront, soit vers le candidat de l'opposition, soit vers le candidat en question. Et donc le but de toute campagne électorale américaine, ça sera tout simplement de s'assurer à ce qu'il y ait un maximum d'électeurs dans le coin supérieur droit du diagramme, c'est-à-dire des personnes qui soutiennent le candidat et qui iront aller voter. Mais en plus de ça, la communication de campagne devra s'assurer à ce que des électeurs présents dans les zones d'indécision se déplaceront dans la base de soutien via une communication optimisée. Et on va voir que pour ce faire, il sera nécessaire de connaître les électeurs en termes de pourcentage de soutien et de taux de participation, c'est-à-dire les positionner dans le diagramme, et qu'il sera nécessaire pour cela d'utiliser leurs données personnelles. Donc traditionnellement, ce que font les équipes de campagne pour connaître l'électorat américain, elles utilisent des sondages qui peuvent être soit téléphoniques, soit par mail ou soit par du porte-à-porte, où l'idée c'est tout simplement de déterminer quelles sont les opinions des citoyens américains et les exprimer sur base de variables démographiques notamment, telles que simplement l'âge ou la localisation ou le genre. Et ça va leur permettre de tirer des tendances du type les personnes vivant dans tel état et appartenant à telle tranche d'âge ont plutôt telle opinion sur tel et tel sujet, et en fonction de ça, elles vont pouvoir justement adapter leur communication. Ces méthodes sont toujours utilisées par les équipes de campagne américaines pour analyser l'électorat, et elles fournissent finalement une vision très macroscopique de l'électorat américain, c'est-à-dire qui est segmenté en catégories très larges, exprimées en fonction de variables démographiques. Seulement voilà, la tendance actuelle change, notamment de par l'évolution des technologies, où là l'idée n'est plus d'avoir cette vision macroscopique de l'électorat, mais plutôt d'avoir une analyse microscopique de l'électorat, où maintenant l'électeur sera analysé sur base uniquement de ses données personnelles. Ces techniques, que l'on appelle le micro-ciblage électoral, consistent non plus à essayer de déterminer les opinions des électeurs sur base de très peu de variables démographiques, mais plutôt d'essayer de déterminer quel message envoyer à quel électeur sur base de ses données personnelles.
On appelle ça le micro-ciblage électoral parce que c'est microscopique, on est à l'échelle de l'électeur sur base de ses données individuelles, et c'est du ciblage électoral parce que sur base de ces données, on va essayer de déterminer quel est le message à lui transmettre pour l'engager à aller voter pour notre candidat. Et pour réaliser un tel profilage, il est nécessaire d'avoir des données sur les électeurs américains. Et par chance, justement, les États-Unis offrent une cour de récréation super intéressante pour toutes les personnes qui souhaitent exploiter les données des électeurs. Notamment parce qu'aux États-Unis, les États ont l'obligation, à chaque élection américaine, d'enregistrer des informations sur les électeurs qui se sont déplacés le jour du vote et qui se sont inscrits sur les listes électorales. Chaque État possède donc des bases de données, ce qu'on appelle des fichiers de votants, qui détiennent pour tous les électeurs des informations qui sont démographiques, notamment le nom, le prénom, la localisation, l'âge, le numéro de téléphone, l'état dans lequel ils habitent, etc. Mais également des informations qui sont des informations plutôt électorales et qui retiennent notamment des informations du style telle personne a plutôt tel penchant politique, républicain ou démocrate, telle personne est allée voter à telle élection et à telle élection précédente. Et donc du coup, ce fichier de votants fournit une vraie carte d'identité numérique pour tous les électeurs des différents États des États-Unis. Alors, évidemment, ces fichiers de votants, elles structurent un minimum les données des citoyens américains. Seulement voilà, d'État en État, il y a tout de même une forte disparité. On peut prendre par exemple le fichier de votants de la Caroline du Nord. Alors ce fichier de votant, il est extrêmement bien fourni et il reprend, comme je le disais tout à l'heure, le nom, le prénom, l'adresse postale, le numéro de téléphone, il reprend le genre, l'affiliation ethnique également. Et en termes d'historique de vote, il reprend l'affiliation politique et les historiques de vote durant les élections précédentes. A contrario, les États du Minnesota et de l'Arizona ne recensent ni le genre ni l'affiliation ethnique et sont beaucoup moins précis sur l'historique de vote. En plus de ces disparités de contenu, on a en plus de ça une disparité en termes d'accessibilité. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces fichiers de votants sont à la fois gratuits, à la fois payants en fonction des États. Et donc par exemple, l'État de l'Alabama, il faudra payer 37 000 $ pour y accéder. L'État du Mississippi en est à 1 100 $, alors que l'État de la Caroline du Nord offre gratuitement son fichier de votants. Mais les équipes de campagne ont tout de même compris que ces fichiers de votants représentaient une vraie mine d'or pour pouvoir comprendre qui étaient les électeurs à contacter et comment les contacter. Ils ont surtout bien compris qu'utiliser ces fichiers de votants comme nourriture pour les algorithmes allait être fondamental pour pouvoir effectuer une communication optimisée avec l'électorat américain. Alors, on va poser les choses une minute. On a vu que pour qu'une campagne électorale soit efficace, il est nécessaire de savoir quels sont les électeurs à contacter et via quel message politique, et que pour ce faire, on pouvait utiliser le diagramme, le spectre de votants, qui représente tout simplement la distribution des électeurs via le pourcentage de soutien et le pourcentage de participation. On a vu également qu'il existait des bases de données qu'on appelle les fichiers de votants, et qui contiennent énormément d'informations sur les électeurs et qui peuvent donc nous aider tout simplement à connaître l'électorat américain et son comportement. Ici, ce qu'on va voir, c'est quels sont les algorithmes qui vont être utilisés pour manger les données des électeurs américains, pour déterminer les pourcentages de soutien qui vont nous permettre de cibler l'électorat et adapter sa communication. Et parmi ces techniques, on va parler en particulier du machine learning. Pour introduire la notion de machine learning, nous allons imaginer le cas suivant. Vous êtes engagé par une équipe de campagne dont le but est de remporter les élections dans un État donné. Pour ce faire, vous allez rentrer en contact avec les électeurs en donnant la priorité à ceux qui hésitent quant au fait d'aller voter, histoire de cibler les indécis. Bien évidemment, il est impossible d'aller voir tout le monde pour demander si oui ou non ils se déplaceront au bureau de vote le jour de l'élection. L'idée du machine learning est de construire un modèle prédictif, une sorte de grosse formule mathématique, qui prendra en entrée des données du fichier de votant des électeurs, telles que l'âge, la localisation du domicile, et fournira en sortie une prédiction du taux de participation. L'avantage du machine learning est donc de reléguer tout le travail manuel associé au calcul des pourcentages de participation à des algorithmes, ce qui permet d'automatiser le ciblage des électeurs, mais également de gagner du temps et de réduire les coûts puisque le temps passé par les employés de campagne sur le terrain est réduit. Pour construire un tel modèle, on sélectionne au sein de la population un échantillon que l'on considère comme représentatif suivant certaines variables du fichier de votants, et on évalue pour chacun d'eux leur taux de participation via un sondage traditionnel. On obtient donc une table dans laquelle on a d'un côté des informations du fichier de votants et de l'autre ce fameux taux de participation. Cette base de données va être ensuite utilisée pour construire un modèle prédictif dans la phase que l'on appelle l'apprentissage, ou aussi appelée phase d'entraînement, durant laquelle on va essayer de trouver le meilleur modèle mathématique permettant au mieux de prédire les taux de participation suivant les variables du fichier de votants. Une fois l'apprentissage terminé, le modèle peut être utilisé pour prédire des taux de participation pour n'importe quel citoyen connaissant uniquement ces variables du fichier de votants. La force d'une telle approche est que pour construire un spectre de votants de la population, et donc de déterminer qui contacte en priorité,
il suffit de déterminer les indicateurs de soutien et de participation pour une partie très réduite de la population, et ce via des sondages. Cette population sera ensuite utilisée pour l'entraînement des modèles prédictifs, qui vont ensuite s'appliquer à un ensemble d'électeurs beaucoup plus large et aider les équipes de campagne à cibler les personnes avec qui rentrer en contact. Alors, on a parlé de modèles prédictifs pour les taux de participation et de soutien. Mais il faut savoir qu'il existe beaucoup d'autres modèles qui portent notamment sur la prédiction de devenir donateur ou membre actif pour l'organisation de la campagne, mais également bénévole sur le terrain. Et enfin, on a parlé des fichiers de votants qui sont recensés au niveau des États et qui comprennent des données démographiques et électorales. Mais il faut savoir que ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Les équipes de campagne alimentent le fichier de votants à partir de données qui sont à caractère commercial, qu'elles achètent auprès de sociétés, qu'on appelle des data brokers ou courtiers en assurance, et qui vont alimenter les modèles prédictifs pour cibler de manière beaucoup plus chirurgicale les citoyens à contacter. Ces données portent notamment sur les abonnements à des magazines ou des journaux, les historiques de prêts bancaires ou achats de véhicules, l'activité sur le web monitorée via les cookies, mais également sur les habitudes de consommation sur les plateformes audio et cinéma. Alors on a vu que pour qu'une campagne électorale soit efficace, il était nécessaire d'une part d'avoir accès aux données des électeurs américains, mais en plus de ça, d'avoir des modèles prédictifs qui allaient ingérer ces données pour ensuite effectuer des prédictions sur des taux de participation, de soutien, etc. On va maintenant voir tout simplement un cas pratique de l'application de ce micro-ciblage électoral pour les campagnes électorales de Barack Obama de 2008 et de 2012. Alors la campagne de 2008 de Barack Obama, c'était l'une des premières utilisations intensives du micro-ciblage électoral. L'idée était simplement la suivante, on déploie un nombre important de bénévoles sur le terrain qui vont rentrer en contact avec les électeurs dans leur voisinage et ces bénévoles, ils vont communiquer sur le programme de campagne. Il y avait donc deux choses qui étaient fondamentales. D'une part, avoir la liste des électeurs qui étaient dans leur voisinage proche, c'est-à-dire connaître leur nom, prénom, leur adresse mail, leur numéro de téléphone, simplement pour pouvoir les contacter. Et ensuite, avoir une liste de ces électeurs qui étaient prioritaires, c'est-à-dire mettre la priorité sur un nombre réduit d'électeurs à contacter dans un premier temps, de façon à être efficace en termes de coût et en termes de temps. Et donc pour ce faire, le Parti démocrate il a mis en place tout un écosystème informatique qui allait permettre justement la gestion des bases de données des différents électeurs, donc ces fameux fichiers de votants. Et ça allait permettre justement aux bénévoles de pouvoir y accéder sur le terrain pour savoir qui contacter en priorité. Et donc parmi ces applications, on avait la fameuse application NGP-VAN, qui était la base de données et tous les services associés. On avait également l'interface qu'on appelait Vote Builder, qui était l'interface par laquelle les bénévoles allaient justement avoir accès à cette base de données. Et on avait son équivalent appli mobile, qu'on appelait tout simplement Minivan. Et donc c'était tout un écosystème informatique qui permettait de se connecter avec les bases de données pour envoyer des informations utiles aux bénévoles sur le terrain. Mais ce qui nous intéresse ici, ce sont les fameux modèles prédictifs qui ont été exploités par les équipes de campagne pour pouvoir faire du micro-ciblage électoral. Ce qu'ils ont fait tout simplement, c'est qu'ils ont fait tourner une triclée de modèles qui allait leur permettre d'évaluer les pourcentages de soutien pour Barack Obama, mais également les taux de participation au vote le jour de l'élection. Ils ont fait entre 5 000 et 10 000 courts sondages qui ont été réalisés auprès des électeurs et qui ont servi de base d'entraînement pour la construction des modèles prédictifs sur base de données qui étaient à la fois démographiques et électorales, mais également les données qui étaient commerciales. Et donc ce faisant, ils ont pu dresser pour chacun des bénévoles une liste des électeurs à contacter en priorité, de façon à être extrêmement efficace dans la communication avec l'électorat et donc savoir chez qui aller sonner en priorité. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les bénévoles remontaient également des informations dans les bases de données. C'était des informations du style comment s'est déroulé l'entretien, est-ce que les électeurs ont répondu positivement aux questions qui leur ont été posées, etc. Et en fait, l'idée, c'était tout simplement d'apporter une dimension dynamique au modèle prédictif, de façon à pouvoir les améliorer et les faire évoluer au fur et à mesure du temps. Et donc finalement de tenir compte d'un certain mouvement de l'électorat au fur et à mesure des événements qui se déroulaient durant la campagne électorale, notamment la crise des subprimes, et donc d'avoir vraiment un modèle prédictif qui soit dynamique et qui soit auto-adaptatif en fonction des événements de la campagne électorale. Donc en gros, Obama 2008, c'est l'application du micro-ciblage électoral en soutien pour les bénévoles qui étaient sur le terrain, leur dire qui contacter en priorité et avec quel message de façon à être optimale sur le terrain. En 2012, Barack Obama et ses équipes de campagne, elles ont d'une part renforcé les techniques de micro-ciblage électoral qui avaient été mises en place en 2008, mais en plus de ça, elles ont intégré les dernières technologies en termes de communication, notamment via les réseaux sociaux. Donc, comme je vous le disais, en 2008, les modèles prédictifs, ils étaient régulièrement mis à jour. Ce caractère dynamique, lui, il a été maintenu en 2012, il a même été renforcé, d'une part pour tenir compte des personnes qui étaient décédées et donc qui devaient être retirées du fichier de votants, mais également pour tenir compte des personnes qui avaient déménagé ou changé de numéro de téléphone. Mais également intégrer ce qu'on appelle les primo-votants, c'est-à-dire les personnes qui de base ne sont pas enregistrées dans le fichier de votants parce qu'ils n'ont jamais participé à une élection américaine, mais qui du coup devaient être contactés parce que ça devient de nouveaux électeurs. Malgré toutes ces innovations en termes de micro-ciblage électoral,
Il en est une qui a fondamentalement marqué au fer rouge le paysage stratégique en termes de communication avec l'électorat américain, c'est l'intégration des réseaux sociaux et en particulier l'intégration de Facebook dans la communication électorale. Les équipes de campagne de Barack Obama ont fait le constat que les réseaux sociaux étaient tout simplement rentrés dans la norme en termes de communication et qu'il était nécessaire de l'intégrer dans les stratégies de communication avec l'électorat pour gagner l'élection américaine. Mais ce qu'ils ont surtout constaté, c'est que plus de 50% de l'électorat jeune de Barack Obama, la tranche d'âge 18-29 ans en âge d'aller voter, n'était pas forcément accessible via le fichier de votant, soit parce que l'adresse mail ou le numéro de téléphone n'était pas directement contenu dans ce fichier. Mais par contre, ces jeunes étaient fortement actifs sur les réseaux sociaux et qu'intégrer Facebook dans la communication allait permettre justement de récupérer toute cette partie d'électorat qui potentiellement pouvait lui permettre de gagner l'élection américaine. Mais les équipes de campagne ont mis en place une stratégie appelée le targeted sharing. L'idée est simple. En gros, elle part du principe que les opinions que vous avez sur des sujets tels que le candidat vers qui vous allez aller voter, est-ce que vous allez aller voter le jour de l'élection, dépend énormément des interactions que vous avez avec votre voisinage proche, les personnes en qui vous avez confiance, c'est-à-dire votre famille ou vos amis. Et c'est cette connexion envers les personnes en qui vous avez confiance qui a été exploitée par le targeted sharing. Il s'avère justement que Facebook offre ce type d'informations puisque les utilisateurs y sont modélisés comme des nœuds connectés à d'autres individus via des connexions du style être amis, appartenir à un même groupe, liker le même type de contenu. Pour y arriver, les équipes de Barack Obama ont mis en place une application appelée Obama for America qui avait pour but principal d'aider les bénévoles à s'organiser sur le terrain. C'est lors de la première connexion des bénévoles sur cette application où il leur était demandé de se connecter via leur login Facebook. Et c'est lors de cette authentification que les équipes de Barack Obama récupéraient les données Facebook de ces bénévoles, le nom, prénom, le lieu de résidence, l'âge, etc., mais également tout leur réseau d'amis et les informations de ces amis en question. Ces données ont ensuite été analysées par les équipes de campagne et ils ont déterminé pour chaque volontaire qui se sont connectés sur Obama for America une liste d'amis qui devait être contactés en priorité et cette liste a été établie justement via des modèles prédictifs. Par la suite, des informations ont été renvoyées chez ces bénévoles avec une liste de 6 amis à contacter en priorité, avec le nom, le prénom et la photo, mais également avec un contenu prédéterminé en termes de publicité, un contenu à leur envoyer pour les inciter à aller voter le jour de l'élection et voter surtout pour Barack Obama. Donc ce faisant, les équipes de Barack Obama ont pu atteindre un large public sur les réseaux sociaux, large public qui de base n'était pas forcément accessible via les fichiers de votants et via les informations contenues dans les bases de données, notamment les bases de données VoteBuilder. Ce qui leur a permis de rentrer en contact avec plus de 5 millions d'utilisateurs uniquement via 600 000 supporters connectés sur Obama for America. Et d'après leur communication, ils ont déterminé qu'environ 20% des personnes avec qui ils étaient rentrés en contact se seraient engagées, soit à aller voter, soit à devenir bénévoles, soit à devenir donateurs. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo qui avait vraiment pour but de mettre en lumière les techniques de micro-ciblage électoral d'un point de vue algorithmique qui ont été utilisées par les équipes de campagne de Barack Obama en 2008 et en 2012. Mais avant de terminer, j'aimerais alimenter un petit peu le propos et le nuancer avec les 3 points suivants. Même si le micro-ciblage électoral a été présenté comme une arme importante en termes de communication, il faut savoir que c'est un moyen parmi tant d'autres pour les bénévoles de rentrer en contact avec les citoyens et les engager à les voter. Mais il y a tout de même un point qu'il faut souligner. Le micro-ciblage électoral a toujours un risque d'exclure une partie de la population en termes de communication, simplement parce que les scores qui auront été prédits par les algorithmes n'auront pas poussé les bénévoles à aller à la rencontre de ces citoyens. Et en plus de ça, les électeurs qui seront sous-représentés en termes d'historique de vote, c'est-à-dire que les personnes qui n'auront pas forcément été enregistrées dans les listes électorales, auront peut-être tendance à ne pas être contactées durant la campagne électorale. Il y a donc une sous-représentation d'une certaine catégorie de la population américaine. Le deuxième point, c'est que l'efficacité du micro-ciblage électoral est extrêmement difficile à évaluer, simplement parce que toutes les personnes qui auront été contactées au travers des algorithmes prédictifs n'iront pas forcément aller voter le jour de l'élection. Cependant, même si ce pourcentage reste faible, il est tout de même à noter que dans les élections présidentielles, et en particulier dans les élections présidentielles américaines, un faible pourcentage d'électeurs qui changeraient d'avis et décideraient d'aller soutenir le candidat pourrait faire pencher la balance électorale. Finalement, cette vidéo s'est surtout intéressée aux techniques de micro-ciblage mises en place par Barack Obama en 2008 et en 2012, simplement parce qu'il était assez facile de trouver des informations sur le sujet. Mais il faut savoir que le micro-ciblage électoral est un standard utilisé en politique américaine, tant au niveau républicain qu'au niveau démocrate. Et à titre d'exemple, Donald Trump en 2016, qui, lors de sa victoire contre Hillary Clinton, avait sous-traité une partie de sa communication à la société Cambridge Analytica, qui avait mis en place des modèles prédictifs en utilisant les données des utilisateurs Facebook des citoyens américains. Mais ça sera pour une autre vidéo. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas pour nous soutenir à faire sonner la petite cloche, un petit pouce vers le haut, et surtout n'hésitez pas à la partager. À bientôt!